10 000 heures. C'est, selon Malcolm Gladwell, le temps qu'il faudrait pour devenir expert dans un domaine. Ça représente 1250 jours à travailler 8 heures par jour, non-stop, sans aucun congé ou vacances. Inutile de vous dire que c'est stupidement grand, et ça représente bien la frontière abyssale qui sépare le simple pratiquant de l'expert. Mais en fait, c'est quoi exactement un expert? Des personnes hors du commun des mortels qui usent de leur intelligence incroyable pour exceller dans un domaine? Pas vraiment. C'est un statut beaucoup plus accessible que vous le pensez. Mais alors, est-ce que vous aussi, vous pouvez devenir un expert? Dans n'importe quel secteur? Qu'est-ce qui différencie les experts du reste de la population? Et est-ce que la règle des 10 000 heures est vraiment réelle? Mais surtout, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Et bah, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de voir comment on peut devenir un expert, faudrait déjà qu'on définisse ce terme. Si vous pensiez qu'un expert c'était juste une personne très forte dans son domaine, pas exactement. Si on cherche sur internet, on tombe sur ça. Qui a acquis une grande habileté par l'expérience, la pratique. Bon, c'est toujours pas très clair. Mais en d'autres termes, un expert, c'est quelqu'un qui, en plus de posséder une connaissance théorique dans un domaine, a acquis une connaissance pratique, avancée et reconnue par ses pairs. Dans beaucoup de domaines, l'expertise ça implique appliquer la théorie à des situations réelles, prendre de bonnes décisions sous contrainte et produire des résultats observables. Partant de ces critères, un expert peut être un expert pratique, comme un peintre ou un athlète de haut niveau, un expert analytique, comme un coach professionnel, un arbitre ou un historien d'art par exemple, ou les deux, un expert qui mélange connaissances pratiques et théoriques, par exemple un joueur d'échecs ou un physicien. Pour résumer, et pour la suite de la vidéo, on va juste simplifier en disant qu'un expert se définit grâce à ces critères. Une expérience longue, retenez bien ça va être important. Une qualité de jugement, une capacité d'adaptation et une production de résultats visibles. Et aussi une reconnaissance sociale. Bah oui, si vous êtes soi-disant un expert de mathématiques, mais que personne vous a jamais vu résoudre un problème avancé de maths, ça risque d'être un peu compliqué. Maintenant qu'on a clairement défini ce mot, vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce qui différencie les experts du reste de la population? Est-ce qu'ils ont une intelligence hors norme qui leur permet d'exceller dans leur domaine? Est-ce qu'on peut tous devenir des experts? Et est-ce que c'est même possible de devenir virtuose dans un domaine en étant une personne tout à fait lambda? Eh bah, c'est compliqué. Pour répondre à ces questions, on va s'intéresser à ce qui est peut-être le jeu de société le plus connu du monde, les échecs. Pourquoi? Parce que, arrivé à un certain niveau, certains joueurs d'échecs sont capables de faire ça. See the boards he's facing the other way. So he has to keep track of the positions of 320 pieces blind. On les appelle les grands maîtres. Je pense qu'on peut facilement dire que c'est des experts dans leur domaine. Juste pour que vous sachiez, il existe plus de milliardaires dans le monde que de grands maîtres aux échecs. Voilà. Mais ils ont quoi de plus, ces virtuoses? Comme les échecs sont une discipline qui repose sur la logique, on pourrait se dire que tous ces joueurs pros sont des génies incontestés, des QI dignes des plus grands scientifiques, non? Eh ben, pas vraiment. Alors oui, on va se le dire, ils ont tous des facilités, hein. Mais l'intelligence joue peut-être un rôle un peu moins important qu'on pourrait le penser. Pour vous le montrer, je vais me baser sur cette méta-analyse. En gros, c'est une démarche statistique qui permet de synthétiser les résultats de plusieurs études indépendantes. Bref, cette méta-analyse nous montre quelque chose de surprenant. Mais, avant de voir ça, faut introduire une notion mathématique. Vous inquiétez pas, hein, c'est très simple. Ça s'appelle le coefficient de corrélation de Pearson, noté R. Il mesure la force et la direction d'une relation linéaire entre deux variables. En gros, si R égale à 1, deux événements A et B sont en parfaite relation, ils sont corrélés. Si R égale 0, il n'existe aucune relation linéaire entre deux variables. Et si R égale moins 1, la relation est parfaitement négative entre deux variables A et B. Quand A augmente, et B diminue. Voilà, maintenant qu'on a défini cette notion, on peut se concentrer sur les résultats de la méta-analyse. En prenant en compte des paramètres comme le raisonnement fluide, la capacité de compréhension, la mémoire à court terme et la vitesse de traitement des informations, des paramètres qui sont tous en lien avec l'intelligence, la méta-analyse converge vers un résultat.
Les capacités cognitives ont une corrélation de R égale 0,24 avec le niveau aux échecs. Donc, une corrélation positive. Il existe bel et bien un lien significatif entre les capacités cognitives et le niveau aux échecs. Et là, vous vous dites que c'était sûr, qu'il fallait bien être une sorte de génie pour réussir dans un milieu comme les échecs, mais il y a un petit détail que je vous ai caché. En sciences, significatif, ça veut pas dire important. Ça signifie simplement que l'effet n'est pas dû au hasard. Et un coefficient de corrélation égal à 0,24, ça reste pas non plus énorme comparé à 1. Parce que si on veut convertir ce résultat en pourcentage, on obtient environ 6%. Alors, c'est important, mais c'est loin d'être incroyable. Mais alors, si c'est pas seulement l'intellect, qu'est-ce qui pourrait expliquer un niveau pareil aux échecs? En un mot, la pratique. Les joueurs d'échecs sont des personnes qui se sont entraînées dès le plus jeune âge pour exceller. Ils ont passé un nombre d'heures incalculable à pratiquer des ouvertures, à apprendre des théories, à résoudre des puzzles. Et toute cette pratique, cumulée avec des capacités cognitives dans la moyenne haute, ça créait des experts. C'est pour ça que réduire les niveaux des grands maîtres à leur intelligence, c'est négliger tout le travail qui se cache derrière. Parce que, à haut niveau, les joueurs ont tous les capacités cognitives nécessaires. C'est pas spécialement l'intelligence qui fait la différence dans un match. C'est surtout l'entraînement, la gestion du stress et le sang-froid. What was your grade in math? No, not at all. I was never good at math. It's a myth that chess players are good at math. I didn't even know. En résumé, l'intelligence c'est un atout, mais c'est loin d'être un facteur central. Un joueur intelligent, sans pratique, aura un niveau moyen. Un joueur très pratiquant, qui a débuté tôt mais sans capacité cognitive exceptionnelle, peut facilement atteindre un niveau très élevé. Les meilleurs experts cumulent à la fois une intelligence suffisante, dans la moyenne haute, pas forcément un QI hors norme, et une pratique massive et efficace. Bon, je pense qu'avec tout ça, on a compris que s'il y a bien une chose qui caractérise les experts, c'est leur pratique. Et si au début de la vidéo, je vous disais qu'il fallait environ 10 000 heures pour devenir un expert, c'est pas tout à fait exact. En fait, ça dépend du domaine. Parce que oui, il y a certains domaines dans lesquels c'est impossible de devenir un expert. Mais surtout, pour exceller dans un secteur, faut pratiquer, oui, mais de la bonne manière. Parce que si vous faites l'erreur de mal vous exercer, devenir un expert risque de vous prendre beaucoup plus de temps. Et vous ne pourriez peut-être jamais en devenir un. Mais ça veut dire quoi exactement bien pratiquer? C'est ce qu'on va voir. Je vais vous présenter une petite liste qui regroupe toutes les règles qui garantissent d'avoir un apprentissage performant. 1. Des répétitions conscientes avec des retours. Ok, mise en contexte, les boxeurs répètent des milliers de fois des enchaînements de coups. Les joueurs pros de Street Fighter s'entraînent pendant des heures pour maîtriser un combo. Les artistes dessinent des formes géométriques pour affiner leurs traits. C'est quoi le point commun entre toutes ces actions? La réponse, elles sont régulières, plutôt similaires. Et justement, c'est ça la clé pour progresser, une répétition constante d'actions régulières. Mais ça suffit pas. Pour tirer pleinement profit de ces répétitions, faut avoir des retours. Ok, j'explique. À chaque enchaînement de coups, le boxeur voit s'il touche son adversaire ou pas. C'est un retour qui lui permet de s'améliorer. Si ses coups n'ont pas atteint l'adversaire, le sportif sait qu'il va devoir corriger sa technique. C'est la même chose avec le joueur de Street Fighter. Il voit si son combo réussit ou pas. L'artiste, lui, regarde si son dessin est réussi ou non. C'est aussi un retour. Donc premièrement, pour pouvoir résoudre et pratiquer des expériences, il faut qu'elles soient répétées, similaires, et qu'on puisse avoir des feedbacks ou des corrections sur ces dernières. Et justement, 2. Des feedbacks immédiats. Ça rejoint un peu l'idée 1. Il faut avoir des retours immédiats pour corriger nos erreurs. Par exemple, un humoriste qui fait une blague va tout de suite voir si son public rigole ou pas. C'est un feedback immédiat qui indique si la vanne était drôle. Maintenant, imaginez qu'à chaque fois que l'humoriste lance une vanne, le public réagisse tout le temps 3 minutes après. Ah, vous allez être content de votre bagnole? Ouais, vous avez raison, faut pas être difficile, hein. Ah mais elle est jolie quoi quand même. Outre le fait que ça soit légèrement bizarre, ça arrange pas notre comédien, parce qu'il ne sait jamais vraiment si ses blagues sont drôles ou pas. Et s'il veut la réponse, il devra attendre la réaction en différé de son public. C'est très clairement sous-optimal. Pareil pour les maths. Imaginez qu'à chaque fois que vous finissiez un exercice de maths, vous ayez la réponse à ce problème 3 jours après. Ça sera vraiment moins efficace que si vous aviez eu la correction juste après avoir fini l'exercice. Donc, deuxièmement, il faut des feedbacks immédiats et clairs pour qu'à chaque expérience, on progresse. 3. Un environnement valide. En gros, un milieu qui n'est pas trop soumis au hasard. Ça peut paraître bête, mais c'est la raison pour laquelle on peut pas devenir un expert partout. Imaginez un homme qui joue au loto tous les jours depuis 20 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est un expert? Parce qu'il a clairement dépassé le seuil des 10 000 heures, non? Eh ben non.
Le loto, c'est de l'aléatoire. Personne peut devenir un expert dans des jeux de pur hasard. Donc troisièmement, il faut un environnement qui ne soit pas trop basé sur la chance et qui montre une certaine régularité. Mais la vérité, c'est que même si vous respectez ces 3 critères, il y a des chances pour que vous ne deveniez toujours pas un expert au bout de 10 000 heures. À cause de ça. 4. Sortir de sa zone de confort. Le propre de l'humain, c'est d'éviter la difficulté. Notre évolution a entraîné ça. Et quand on commence à être à l'aise avec certains exercices, on est tenté de pratiquer que ce type d'exercice. Par exemple, en dessin, si on est bon pour, dessiner des paysages, mais nul en anatomie, le choix le plus instinctif sera de ne dessiner que des paysages, et de jamais faire d'anatomie. Mais ça serait une grave erreur, parce que ça réduit notre capacité d'adaptation et nos connaissances. Au final, on régresse. En bref, il faut constamment se confronter à des exercices plus exotiques, qui nous font sortir de notre zone de confort, pour que notre cerveau soit encore plus stimulé. Sinon, notre capacité à résoudre des exercices différents diminue fortement. Bon voilà, on a décortiqué ensemble les critères à remplir pour pratiquer de la meilleure manière possible, dans presque tous les domaines. Avec tout ça, on a recueilli une tonne d'informations sur comment devenir un expert, donc allez-y, vous êtes maintenant capable d'exceller dans un nombre incalculable de domaines. C'est vrai, vous avez la méthode, les conditions à remplir pour performer n'importe où, et il vous reste plus qu'à vous lancer. Non ? Pas vraiment. Parce que malgré tout ce qu'on a vu, vous ne pouvez toujours pas devenir un expert partout. Pourquoi ? Ok, mise en contexte. Voici un jeu de billard. Il respecte tous les prérequis qu'on a vus précédemment. Un environnement pas trop basé sur le hasard. On peut y faire des répétitions constantes, avec des retours. On a des feedbacks immédiats. La boule rentre dans un trou ou non. Bref, vous pouvez devenir un expert au billard. Maintenant, allez-y, achetez une table de billard et exercez-vous pendant 10 000 petites heures pour exceller dans ce domaine. Vous voyez le problème ? Peut-être que pour certains d'entre vous, ça posera aucun problème, et ils iront à la suite de la vidéo s'entraîner pour devenir des joueurs pro de billard. Mais pour les autres, je pense que vous avez juste pas envie de faire ça. Vous avez peut-être pas envie d'investir 10 000 heures de votre vie dans un truc qui vous passionne pas, et il est là le problème. On a beau avoir toutes les connaissances nécessaires pour exceller quelque part, si on n'a juste pas envie d'exceller dans un domaine, on ne deviendra pas un expert. C'est bête, mais la première condition à remplir pour devenir un expert, c'est d'aimer profondément une discipline. Tellement profondément qu'on est prêt à investir des années de notre vie juste pour pouvoir approfondir nos connaissances sur le sujet. Mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que la simple passion suffit pour s'investir, puis devenir meilleur dans n'importe quel domaine ? C'est compliqué. Bien sûr, alors si on respecte parfaitement tout ce qu'on vient de voir, la passion, la bonne pratique, etc., il y a des chances pour qu'on puisse devenir des experts. Mais pour certaines personnes, ça prendra plus de temps que pour d'autres. Parce que tout au cours de notre apprentissage, dans n'importe quel domaine, il y a des critères sur lesquels on ne peut pas influer. La génétique par exemple. Prenons 2 personnes qui veulent devenir expertes en basket. Les 2 s'entraînent correctement et sont vraiment passionnés par leur sport. La seule différence, c'est que l'un fait 1m65 et l'autre 2 mètres. À votre avis, qui a le plus de chances de devenir joueur pro ? Alors oui, c'est un exemple exagéré. Oui, même celui qui fait 1m65 pourra aussi devenir un expert au basket, mais c'est juste pour vous montrer qu'on part pas tous avec les mêmes avantages. Surtout dans le sport. Certains corps sont naturellement plus adaptés pour certaines pratiques. Les petits gabarits vont être avantagés en gymnastique, les grands vont davantage s'orienter vers le basket, etc. Ça veut pas dire que si votre physique n'est pas parfaitement adapté pour un sport, vous ne pourrez pas être bon dans ce dernier. Non. Ça veut juste dire que ça sera un peu plus dur. Quand on fait 1m70, on a moins de facilité pour dunker que quelqu'un qui fait 2 mètres. Et même si c'est pas un obstacle infranchissable, ça peut stopper beaucoup de gens. Quand on rencontre une difficulté, qu'on ne correspond pas au corps type d'un sport, ou qu'on juge ne pas être assez intelligent dans un domaine comme les sciences, on peut vite se décourager. Se dire « de toute façon, c'est pas pour moi ». Alors que certains qui ne partent pas avec ces désavantages ou ces préjugés sont pas confrontés à ce genre de doute. Et ça va même plus loin. Comment on sait dans quel domaine on veut devenir expert ? Là aussi, il y a des paramètres sur lesquels on peut pas influer. Déjà parce qu'une passion, ça se contrôle pas, mais surtout parce que ça dépend de ton environnement. Un enfant qui a grandi dans un environnement familial artistique, avec une mère peintre, un père marchand d'art, aura plus de facilité à se mettre au dessin par exemple, jusqu'à peut-être devenir passionné par ce domaine, au point d'en faire son métier. Mais pour quelqu'un qui serait né dans une autre famille, par exemple de boulanger, le dessin est bien moins accessible, et il ne découvrira peut-être jamais sa passion pour l'art.
Combien de gens ont été freinés dans leur quête pour devenir experts par manque de moyens ou à cause de problèmes de santé? Combien de gens n'ont jamais réussi à trouver leur passion? Est-ce que c'était de leur faute? Est-ce qu'ils n'ont pas respecté certaines règles pour devenir experts? Non, absolument pas. Et pourtant, ils y sont pas arrivés. Et même au-delà de ça, la compétition, la sélection, la chance sont des facteurs qui peuvent exclure certaines personnes du chemin de l'expert. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, que ce soit notre environnement familial, nos facilités, nos difficultés dans certaines matières, nos caractéristiques physiques et tellement d'autres choses. Ce qui fait que malheureusement, on peut peut-être pas tous devenir des experts. Mais, et alors? Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que devenir un expert, c'est si important que ça? Oui, bien sûr, ça nous permet de nous épanouir dans un domaine grâce à nos connaissances. Mais cet épanouissement, est-ce qu'on pourrait pas le retrouver dans autre chose? Simplement dans la pratique. On n'a pas besoin d'être un grand maître pour aimer jouer aux échecs. On n'a pas besoin d'être un célèbre artiste pour apprécier dessiner. Et on n'a même pas besoin d'être un joueur e-sport pour faire une partie de Smash Bros avec ses potes. Peut-être que faudrait juste se contenter d'apprécier quelque chose, en acceptant qu'on n'est pas un pro dedans. Peut-être que finalement, s'épanouir dans une activité avec cette insouciance, c'est ce qui nous manque. Et si l'envie d'approfondir vos connaissances vous démange tellement, lancez-vous, apprenez, cultivez-vous, exprimez vos idées. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour le faire. Après, admettons qu'un domaine vous intéresse tellement que vous avez envie d'en devenir spécialiste. Allez-y, foncez. Il n'y a absolument aucun mal à vouloir être un expert, bien au contraire, c'est un magnifique objectif. On a besoin de ces gens-là pour mieux nous éclairer et pour qu'ils nous partagent leur savoir. Mais à travers cette vidéo, je voulais surtout dire que la virtuosité, c'est pas essentiel pour pouvoir profiter d'une expérience. Et qu'il faut pas jeter un regard critique, rempli de mépris, vers tous ces gens qui n'ont pas pu ou pas su devenir des experts.